Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter ces fois où le rap a rencontré d'autres genres musicaux pour faire des chansons complètement incroyables, avec certains des feats les plus improbables et des histoires complètement folles. Aujourd'hui, on va s'intéresser notamment à deux genres en particulier, l'électro et le rock, qui sont complètement antagonistes, du moins en apparence, au rap. On va d'abord commencer avec le genre électro, qui a conduit à l'un des feats les plus improbables de l'histoire du rap. 113 à l'époque, c'est un groupe de rap qui a déjà marqué l'histoire du genre de son empreinte. Alors au studio avec le regretté DJ Mehdi, il compose quelque chose d'assez unique. La chanson, vous la connaissez sans doute, 113 fout la merde. À ce moment-là, ils sont en train de confectionner le morceau, mais ils trouvent qu'il manque quelque chose. DJ Mehdi a alors l'idée de rajouter un vocodeur, qui est un instrument que vous avez sans doute entendu dans plein de chansons, et notamment celle des Daft Punk. Alors qui de mieux que Thomas Bangalter lui-même, l'un des deux membres des Daft Punk, pour ajouter la touche manquante au morceau. Au studio La Scène de Paris à ce moment-là, personne n'y croit vraiment, mais c'était sans compter sur un homme, Pedro Winter, le manager à l'époque des Daft Punk. Il contacte Thomas, et Thomas, sans sourciller, lui dit qu'il arrive, ce qui laisse place à une scène complètement lunaire, où il arrive au studio avec son synthétiseur Yamaha, et il se met à faire du vocodeur en disant 113 fout la merde. C'est d'ailleurs la seule fois où Thomas Bangalter aura donné de sa voix en français, et c'était pour le groupe 113. Alors cette collaboration, bien qu'audacieuse et complètement inédite, elle fera pas grand bruit. En effet, les architectes de ce featuring s'attendaient à un peu plus d'engouement de la part des gens, mais la réaction du public était assez inexistante. En effet, c'était une démarche très, voire trop avant-gardiste. Le rap se mélangeait peu avec d'autres genres, et encore moins l'électro. C'était pas vraiment conventionnel de rapper sur des instrus comme ça. C'est alors des années plus tard qu'on va déterrer ce morceau et se rendre compte qu'il est tout simplement légendaire, notamment pour son clip où apparaissent d'ailleurs, je l'ai découvert aujourd'hui, Eric et Ramzy, mais aussi Thomas Bangalter dans son costume de Daft Punk. C'est donc un featuring franco-français improbable que j'adore parce que cette histoire est juste folle. Pour le prochain featuring, on va rester avec les Daft Punk mais s'attaquer à une autre figure du rap, Kanye West. En 2007, Kanye West est en train de préparer son prochain album, Graduation. Alors c'est un album que vous connaissez sans doute, il est rempli de bangers, il est notamment connu pour ses samples incontournables, dont l'un d'eux qui aura définitivement marqué l'histoire, celui de Harder, Better, Faster, Stronger des Daft Punk. Mais bien avant sa sortie, tout ça était vraiment incertain. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Kanye connaissait même pas les Daft Punk. C'est le DJ canadien A-Track qui va parler des Daft Punk à Kanye. Question number one, how long did it take you to grow this? No. Cette idée, elle lui est venue de Busta Rhymes qui venait de sampler les Daft Punk pour le morceau Touch It. Au début, sampler les vocals de ce morceau était vraiment pas donné. Il y avait encore les percussions sur les vocals qu'il a choisis. Vous connaissez peut-être le personnage de Kanye qui pète un peu un câble, mais qui remixe ça et qui passe des mois à écrire ses couplets. Il les façonne encore et encore jusqu'à arriver à la version finale, mais en fait non. Ouais, s'il avait la version finale de son flow, c'était pas celle de l'instru parce que aucune percussion lui convenait. À ce moment-là, il a déjà fait appel à plus de 75 producteurs pour essayer de trouver le rythme parfait, et ce qu'il voulait pas faire à cause de son ego, c'était d'appeler Timbaland. Timbaland, c'était le producteur de l'époque, le gars à appeler si vous vouliez faire un banger. C'est simple, le gars il a que des hits, que des titres que vous connaissez et qui ont d'ailleurs refait surface sur TikTok, mais c'est pas le sujet. Il s'incline finalement devant Timbaland qui en 5 minutes lui fait ses perks. C'est bon, la machine est lancée, le single sort et c'est un énorme carton. Le titre finit numéro 1 au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis évidemment. C'est d'ailleurs encore à l'heure actuelle la chanson la plus écoutée de Kanye West. Ça mènera d'ailleurs la performance incroyable au Grammys de 2008 de Kanye, qui marquera au fer rouge sa collaboration avec les Daft Punk. Et cette collaboration ne s'arrêtera pas là puisqu'on retrouve les Daft Punk sur l'album Yeezus de Kanye, qui est l'un de mes préférés. Album qu'ils ont coproduit à hauteur de 4 morceaux quand même. Bref, les Daft Punk c'était des légendes qui n'hésitaient jamais à sortir de leur zone de confort pour laisser place à des œuvres exceptionnelles. Mais avant de rencontrer l'électro, le rap s'était marié à un autre genre. Un genre qui est à l'origine des groupes les plus connus du monde entier et des albums les plus vendus, et qui a aussi marqué la deuxième moitié du XXe siècle. Ce genre, c'est le rock. L'une des premières fois qu'on a assisté à un mix entre les deux genres, c'était en 1986, lorsque Run DMC a samplé Walk This Way.
Tout commence en studio avec un personnage que vous connaissez sans doute qui s'appelle Rick Rubin. Rick Rubin, il a plusieurs casquettes, mais c'est notamment un directeur artistique. Son rôle lorsqu'il travaille dans un projet musical, c'est d'écouter, d'inspirer et de laisser place à de la création qui est vraiment originale. Ce qui est marrant avec ce personnage, c'est qu'il a un palmarès fou dans la musique alors qu'il a jamais vraiment contribué à un projet musical. Ce que je veux dire par là, c'est que le gars joue pas forcément d'instruments, il chante pas non plus, juste il comprend la musique et il la retranscrit comme il la ressent. Bref, maintenant que vous êtes un peu plus familier avec le personnage, retour en 1986. À ce moment-là, Run DMC est en studio et ils écoutent un sample de guitare électrique. Rick Rubin arrive et demande par simple curiosité si les membres du groupe connaissent qui est à l'origine de ce morceau. Ils répondent de manière assez juste mais sans vraiment connaître que c'est issu de Toys in the Attic, un album de Aerosmith. Ce sample de guitare, il vient du morceau Walk This Way. Et DMC, ça leur parlait. Ils aimaient bien comment la guitare elle sonnait, comment elle entrait dans le morceau et sa puissance. Rick Rubin leur demande de manière très terre à terre si ça leur dit de reprendre le morceau. Et là, les membres du groupe deviennent limite pâles et en fait, on comprend qu'ils sont pas du tout chauds. Ouais, ils veulent pas risquer de perdre leur crédibilité auprès de leurs fans, mais surtout, une collab comme ça a jamais été fait. Le rap a jamais vraiment dépassé ses frontières et ce serait une vraie prise de risque. Run DMC s'exécute sans grande conviction, mais c'est sans savoir que Rick Rubin avait déjà contacté Steven Tyler et Joe Perry, les deux membres emblématiques d'Aerosmith. Alors vous doutez bien que ça a un coût, $8000 par jour, et c'est pas vraiment cher payé parce qu'à ce moment-là, Aerosmith ils sont complètement dans l'oubli. Dans la mémoire collective, c'est juste un groupe qui enchaîne les cures de désintox et qui a fait son temps dans les années 70. Et si au début les deux groupes sont vraiment pas chauds de travailler ensemble, petit à petit il y a un lien qui va se développer et l'alchimie va commencer à grandir. DMC va même jusqu'à dire à Steven Tyler comment chanter sur son propre morceau. Mais étant un grand professionnel, il s'exécute et le résultat est juste dingue. C'est un morceau que vous avez sans doute déjà entendu. Moi, la première fois que je l'ai écouté, c'était dans Just Dance, mais j'en garde un très bon souvenir quand même. C'est un morceau qui est hyper entraînant et on comprend direct son groove. En vrai, ce genre de feat, c'est littéralement des mines d'or parce que par la suite, les deux groupes rencontreront un succès phénoménal. À tel point qu'Aerosmith, dans les années 80, en profitera pour se relancer, enchaînant 1 million de disques vendus et cure de désintox. Ouais, faut pas oublier ses vieilles racines non plus. Et Run DMC, ils vont marquer l'histoire du rap. Au début des années 80, le rap c'est encore un genre émergent. C'est plutôt vers la fin de la décennie qu'il va s'émanciper avec des figures de proue comme LL Cool J ou le fameux groupe NWA. Mais il n'y a qu'un seul homme pour avoir une telle vista et propulser le genre autant, et cet homme c'est Rick Rubin. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le clip de Walk This Way, qui est vraiment un reflet de ce qui se faisait de mieux sur MTV à l'époque. La suite de l'histoire, vous la connaissez, le rap connaît un succès immense dans les années 90, on en parlera d'ailleurs peut-être dans l'une des prochaines vidéos, tandis que le rock est en pleine mouvance, il veut vraiment se démarquer de ce qui s'est fait dans les années 80, et le genre évolue par l'intermédiaire de groupes comme Nirvana. Mais en plein milieu de la décennie des années 90, les deux genres vont s'essouffler et connaître un gros coup de frein. Ils étaient orphelins de leur figure de proue. Kurt Cobain, Tupac, Notorious Big, 3 personnalités qui se sont éteintes 3 années d'affilée et qui ont laissé un vide dans leur genre. Le début des années 2000 arrive et il est synonyme de renouveau. Autant avec l'arrivée du digital et l'ère d'internet. L'objectif de la fête de l'internet est d'apprendre aux néophytes à surfer sur le web. Le vocabulaire est souvent austère et parmi les nouveaux mots à la mode sur le net figure le sigle MP3. On choisit les chansons, un clic et les titres se retrouvent ni vus ni connus sur son disque dur d'ordinateur. Mais aussi avec des tout nouveaux artistes, plein d'ambition et qui vont définitivement changer l'histoire. Parmi tous ces groupes, Linkin Park. Alors Linkin Park, on aime ou pas, mais en tout cas, c'est une manière de faire du rock qui est complètement inédite. La puissance de voix de Chester Bennington, les effets de guitare et aussi l'aspect un peu rap est complètement fou. Et au début du nouveau millénaire, la recette Linkin Park fait littéralement un raz-de-marée avec plus de 30 millions d'albums vendus. Ces stats sont juste folles et à ce moment-là, il y a un autre artiste de New York qui fait parler de lui, Jay-Z. Au début des années 2000, il signe une trilogie folle avec The Blueprint. Le rappeur est alors au sommet et décide de prendre sa retraite. Seulement ça va pas être de longue durée puisqu'à ce moment-là, MTV le contacte pour faire une émission. En effet, la chaîne a flairé l'émergence du mashup, c'est-à-dire le mix entre deux morceaux, souvent de genre diamétralement opposés. Par exemple, vous allez avoir l'instru d'un morceau et l'aspect vocal de l'autre. Et les deux vont alors se compléter et ce mélange, il change, il apporte du nouveau. Et à ce moment-là, Jay-Z, il a qu'un groupe en tête, Linkin Park. Non seulement parce qu'il a du respect pour le groupe, notamment grâce à ses influences rap, mais aussi parce qu'il a flairé le terrier de lapin. Ouais, dès le premier album, faire 30 millions de ventes, c'est un assez bon argument. Alors les choses se mettent petit à petit en place et Jay-Z propose cette collab à Mike Shinoda, le rappeur du groupe Linkin Park. Le gars n'en revient pas et il passe 2 jours à concocter des mashups, ce qu'il a fait toute son adolescence. En effet, il a commencé à composer en mélangeant des morceaux et en faisant justement des mashups. De ses nombreuses heures de travail, il en tire 2 maquettes, Dirt of Lying et Numb encore. La collaboration a alors lieu et les artistes se rencontrent en studio dans le cadre de ce fameux documentaire MTV.
Ils ne veulent pas s'arrêter à une ou deux chansons, non, ils veulent faire un album. Et en une nuit, ils vont plier 6 sons, l'album est prêt. Par la suite, ils vont interpréter ces chansons devant un public avec Jay-Z qui arrive en tant que guest. L'ambiance est juste folle jusqu'à la fin de la performance où un membre de l'équipe MTV les informe que y a eu un problème technique. En fait, ils ont pas filmé. Du coup, y a rien quoi. Donc y a pas d'autre solution que de faire un show pour la deuxième fois. En vrai, c'est juste une dinguerie, ils ont vraiment renté à leur billet. Mais du coup, au-delà de ça, l'accueil du public et la critique générale a été plus que bienveillante. Et c'est normal pour un projet d'une telle envergure, qui certes aurait pu être plus travaillé, mais témoigne de l'immense talent de ces personnes. Ce projet, c'est la preuve d'une alchimie artistique malgré les différences de genre. Et y a rien qui peut dépasser ça. Et même après la disparition de Chester Bennington en 2017, le chanteur de Linkin Park, Jay-Z continuera d'interpréter le morceau Numb encore en lui rendant hommage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ces projets-là, vous les connaissiez déjà peut-être comme moi, mais pendant la recherche, j'en ai appris davantage et j'ai été ravi de vous le partager. Dites-moi si vous voulez un épisode 2, je pense qu'il y a encore pas mal d'autres choses à dire entre le rap et d'autres genres musicaux. En tout cas, c'est vraiment une vidéo que j'ai kiffé faire et je vous remercie de l'avoir regardée. À très bientôt.